Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... On va revenir un petit peu de façon globale sur la situation au niveau de la campagne présidentielle. Force est de constater que ça va pas franchement dans le bon sens. Je dirais même que à la limite, souvenez-vous, je vous avais dit que ça allait être violent, que ça allait être barbare, que ça allait se balancer de la merde dans la figure de façon constante. Force est de constater que... oui, c'est tous les jours on a des pics, tous les jours on a des propos qui tentent à essayer d'aller chercher l'émotionnel, les sensibilités de chacun, etc. Sur les réseaux, c'est pareil, on se constate sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de gens qui ont une naïveté absolue par rapport à ce qui est en train de se passer. Néanmoins, il y a quand même un phénomène qui est assez étrange, c'est que nous avons, comme je vous en avais montré, le fameux avec vous, une sorte de mouvement de soutien du président candidat encore pas prononcé. Nous avons sur Twitter des politiciens, des élus qui prennent des photos de leur parrainage pour Emmanuel Macron. Et nous venons de voir on a déjà une première estimation des parrainages. Emmanuel Macron aurait déjà plus de 526 signatures, alors que le gars n'est toujours pas prononcé. Mais de qui se moque-t-on? Où est-ce qu'on a vu dans une démocratie un président qui très clairement a derrière lui une logistique, des soutiens, et voire même des parrainages, et qui fait encore sa mijaurée de ne pas se prononcer comme étant candidat à sa propre succession. Donc là, évidemment, sur certains médias, maintenant, certains l'affirment. Ils disent, bon, maintenant, ça y est, on le sait, il est quasiment candidat. Il ne va pas faire machine arrière, il ne va pas nous faire le coup, non, désolé, je ne suis pas candidat, mais néanmoins, je transmets mes parrainages à mon successeur, à mon dauphin, etc. Non, je pense que là maintenant, on est clairement dans cette configuration où, en effet, Emmanuel Macron est donc bien candidat pour sa succession à l'élection présidentielle de 2022. Mais voilà, une foire supplémentaire, une mise en scène où franchement, c'est pathétique. C'est pathétique. Ça n'arrange rien à l'état de délabrement de la démocratie française, de délabrement du paysage politique français. Entre Pécresse, qui est en train de faire les tours des popotes, et en train de promettre de filer du fric à droite et à gauche, elle est en train de faire des promesses à tout le monde, sauf que sur les réseaux sociaux, beaucoup rappellent quand même qu'elle a certaines accointances avec certains milieux islamiques. Alors, on n'a rien contre les musulmans, c'est pas le problème, mais le fait est, c'est que vu que ça fait depuis des années que personne ne veut soulever le couvercle ou soulever la boîte de Pandore sur le problème de la communauté musulmane qui est confrontée elle-même à une certaine hégémonie, à un certain contrôle, une certaine domination d'une minorité d'individus qui prônent un islam politique, qui prônent un islam radical. Et attention, là les scandales, les plus gros scandales ne sont pas encore tombés. Je pense que d'ici le mois de mars, une fois que les candidats auront leur parrainage, c'est là que ça va commencer à tomber. Mediapart, Mediapart, ce média est formidable, il est magnifique. Mediapart, Plenel d'ailleurs, qui nous a fait un superbe tweet en faisant une proposition d'arrêter de financer avec de l'argent public des organismes de presse privés. Sauf le sien, évidemment. Le sien, c'est la pravda, c'est la bonne parole. Sauf que le problème, c'est que, force est de constater qu'il faut vraiment être idiot ou naïf pour ne pas se rendre compte que le Mediapart, lorsqu'ils font leurs révélations, lorsqu'ils font leurs articles de dénonciation,
on a comme un sentiment que parfois les informations, elles ne proviennent pas d'enquêtes de journalistes d'investigation. On a plutôt l'impression qu'en fait les informations leur tombent du ciel pour servir des intérêts de certaines personnes, d'impliquer, de mettre dans la merde certaines autres personnes. Donc, parce que très sincèrement, si Plenel était ce qu'il prétend être, il y aurait déjà longtemps qu'il nous aurait fait des articles, ou qu'il aurait fait des articles de l'investigation sur les milieux pédophiles, par exemple, ou les liens élitistes qu'il peut y avoir sur certains réseaux pédocriminels. Ah ben non. Non. Comme d'autres sujets d'ailleurs que vous ne verrez jamais chez Mediapart, et qui pourtant sont intéressants, et seraient intéressants à savoir, et à divulguer pour le public. Mais non. Ben non, parce que vous comprenez que Plenel n'existe que parce qu'il est adoubé, au même titre que n'importe quel autre ersatz, on va dire, qui se proclame être un journaliste indépendant, à balancer des scandales à droite à gauche, mais ne jamais aller dans certains secteurs, dans certains domaines, parce que, bah, évidemment, sinon, il disparaît littéralement de la circulation. Taubira. Alors Taubira, on a eu ce week-end un truc, une populaire, machin, enfin, on ne sait pas. Sauf que le problème, c'est que c'est inexistant. C'est inexistant. Moi, je me pose la question, aujourd'hui, qui sont ceux qui vont voter Taubira? Qui vont voter Jadot? J'ai envie de dire, attention danger, parce que on verra bien le premier tour, quels résultats ils vont faire. On a déjà des résultats depuis 2007, que ce soit les régionales, les municipales, les européennes. On a l'impression qu'en fait, ils sont suicidaires, en fait. Je dirais même sadomasochistes. Parce qu'au lieu d'essayer de finalement unir ce qu'il reste de la gauche, voire même la gauche avec les écologistes, mais non, on a une querelle de petits partis, on a une querelle de personnalités, on a une querelle d'ambitieux. Moi je ne veux pas parce que machin, etc. Enfin, comment voulez-vous faire confiance à ces gens-là? Donc ces gens-là vont être responsables d'une dilapidation de l'électorat de gauche et écologiste, qui font peut-être 5 ou 6%. On peut leur espérer de faire un peu plus de 5% quand même, pour se faire rembourser quand même leur campagne. Mais bon, c'est une véritable catastrophe. Et il reste évidemment Le Pen et Zemmour. On a appris récemment Marion Maréchal, qui veut revenir dans la politique. Je pense qu'il n'y aura certainement pas de surprise lorsqu'on apprendra que Marion Maréchal va soutenir Zemmour. Nous avons Marine Le Pen qui nous a piqué une petite crise ce week-end en disant écoutez, au niveau du RN, s'il y a encore des gens qui veulent rejoindre Zemmour, qu'ils le fassent maintenant parce que là, sérieux, ça devient ridicule. Bon. Et la BFM nous a sorti le premier sondage d'un second tour. Et évidemment, voilà. Bon, ceci dit, vous pouvez le faire vous-même. Vous prenez n'importe quel sondage avec l'ensemble des candidats, vous additionnez sur Macron tous les gens de gauche, les Républicains, vous pouvez peut-être prendre 3/4, allez, il y aura certainement des abstentionnistes chez les Républicains, et vous ajoutez tout ça sur Macron, et puis voilà, puis vous avez le résultat. Prenez le Rassemblement National, prenez les Patriotes, prenez Debout la France, prenez l'UPR, etc. Additionnez tout ça sur eux-mêmes, allez, soyons généreux, additionnons tout ça sur Zemmour, et vous verrez que, oui, le scénario de 2017, comme ce qui est le scénario qu'on met en top, le scénario 2017,
C'est-à-dire qu'au lieu de laisser Marine Le Pen aller au second tour, au risque qu'elle soit élue par un relent, par une vague inopinée, qui n'était pas prévue, que personne n'a vue, eh ben on va préférer mettre Zemmour, qui attire beaucoup plus les divergences, les haines, les contestations, les... Enfin voilà. C'est-à-dire pour l'instant, on est quand même, je dirais, sur un scénario, en effet, deuxième tour, Macron, Zemmour. Et évidemment, report des voix de tous les autres partis contre le parti de la haine, contre le fascisme. Et d'ailleurs, souvenez-vous, je vous avais dit, ce qui serait intéressant de voir, c'est pas forcément voir ce que Zemmour va faire, mais ce qu'il y a derrière Zemmour. Eh bien, figurez-vous que nous avons un peu plus de précision. En effet, il y a Aube Digital, que vous connaissez certainement, qui a fait un article, et qui apparemment va faire une série d'articles sur les soutiens, sur les personnes qui sont en coulisses des différents candidats. Alors je crois qu'ils ont déjà fait Emmanuel Macron, et ils ont finalement fait Éric Zemmour. Donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent: nous passons en revue ici les autres membres de la garde rapprochée, comme nous l'avons fait pour l'équipe de Macron. Alors en effet, ça va se rajouter à ce que je vous avais déjà montré avant même que Zemmour se proclame candidat. Donc Bolloré, et puis je ne sais plus qui d'autre, plus les soutiens évidemment politiques. Et donc on a Jonathan Nadler, le banquier américain qui fait le programme économique. Bien sûr, il y a une grande déclamation souverainiste sur la France, sa grandeur, son passé, etc. Mais l'enjeu, c'est le programme économique tout de même. Et sur ce point, Éric Zemmour ne prend pas de risque. Il en a confié la coordination à un certain Jonathan Nadler, ancien de chez Rothschild et actuellement salarié de JP Morgan. Vous vous souvenez, je crois que je vous avais donné l'information comme quoi il prendrait un congé auprès de JP Morgan pour s'occuper évidemment de la campagne de Éric Zemmour. Au train où vont les choses, il y a peu de chances que la campagne permette d'aborder ces questions économiques qui fâchent. Mais on peut penser qu'un salarié de JP Morgan, en pause pour 6 mois seulement le temps de la campagne, ne prendra pas le risque de se mettre en délicatesse avec la caste mondialisée en diffusant des idées trop saugrenues. Interroger le programme économique de Zemmour et mesurer sa distance avec le grand principe de la caste mondialisée, tel est le point essentiel qui devrait tarauder ses futurs électeurs. On a Olivier Obeda, le moins mondialiste du lot. Pour l'organisation du meeting, Zemmour a choisi Olivier Obeda, qui a récemment défrayé la chronique pour des accusations de mœurs. C'est joué de malchance car dans l'équipe, Obeda est peut-être celui qui se rapproche le plus du portrait type du souverainiste. Il a commencé sa carrière dans la politique franco-française à l'UDF, au cabinet Léotard, puis au cabinet Raffarin, avant de rejoindre l'état-major de l'UMP. En 2010, Obeda a bu le sirop de l'entreprise en créant son propre cabinet de conseil en communication. S'il donne fréquemment des conférences à l'étranger, il ne répond pas au profil Rothschild, cabinet de conseil de la caste mondialisée qui entoure Zemmour, mais son avenir au sein de l'équipe pourrait être compromis à cause justement des accusations proférées à son encontre. On a Julien Madar, le financier qui trouve l'argent. Beaucoup plus proche de la mondialisation outrancière et le profit de l'argentier de Zemmour, Julien Madar, entrepreneur dans l'âme, qui a tout de même fait un passage de 7 mois chez Rothschild, comme analyste en fusion avant d'intégrer la prestigieuse université de Columbia en début des années 2010. Madar est un homme discret qui œuvre aujourd'hui dans la tech immobilière. Nous reviendrons un peu plus loin sur les révélations fracassantes de Madar, au fait sur les financements de campagne. On a Bertrand de la Chênaie, le général de campagne mondialisé. Et il n'a échappé à personne que courant octobre, Zemmour a débarqué Sarah Nafo de son poste de directrice de campagne et l'a remplacé par un général de corps d'armée qui n'est pas rien. Bertrand de la Chênaie, ce héros de la nation qui est sorti de Saint-Cyr en 1980 pour servir dans les parachutistes. Voilà qui sonne bien, mais quand Zemmour le recrute pour sa campagne, le Chênaie n'est plus dans l'armée.
il est senior advisor du cabinet de conseil international Roland Berger, l'un des 4 grands mondiaux rivales de McKinsey et d'Accenture. On doit peut-être signaler ici qu'à une certaine époque, le général de Cheney s'est occupé de la transformation du ministère de la Défense. Est-ce pour cette raison qu'il a empilé les contrats de consultant après son départ de l'armée en 2018 ? Car tout en œuvrant pour Roland Berger, le même général a effectué des missions de visibilité pour les différentes sociétés informatiques. On peut s'interroger sur la transparence de cette fin de carrière où, chez Roland Berger, la Cheney s'occupait officiellement de conseils en stratégie et déploiement dans le domaine de la défense, des industries de défense et de la conduite du changement, qui ressemble furieusement aux missions qu'il a exercées au sein de son ministère. Du strict point de vue de la moralisation de la vie politique, ce vieux serpent de mer dont parlent tous les nouveaux arrivants à l'Élysée comme un parfait rideau de fumée pour dissimuler le pire, on peut en tout cas fortement douter que le directeur de campagne d'Éric Zemmour puisse incarner une rupture avec le système de connivence entre intérêt privé et intérêt public qui entend prospérer avec Macron, mais qui pourrait la République depuis pas mal de temps. Embarrassante question d'argent et de finances. Ces questions de personnes ne seraient au fond pas grand-chose si elles ne s'accompagnaient pas de doutes manifestes quant à l'indépendance du candidat Zemmour vis-à-vis de la caste mondialisée. Là, je vous mets juste une petite aparté opinion personnelle, c'est vous savez aussi bien que moi que de toute façon, dans une campagne présidentielle, qu'elle soit française ou dans d'autres pays européens, de toute façon, vous êtes obligé d'être adoubé. Adoubé, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'avoir dans la poche le soutien financier, le soutien politique de gens qui, de toute façon, sans lesquels vous ne pourriez jamais atteindre de tels niveaux pour prétendre accéder au trône. Et donc, cette partie de l'article de Hope Digital met en évidence le fait que Zemmour serait bien adoubé par les mêmes qui finalement ont plus ou moins adoubé Macron. Mais là encore, comme je vous avais déjà expliqué dans des précédentes vidéos, le fait que Zemmour joue sur des cartes souverainistes, nationalistes, populistes, etc., c'est peut-être parce que justement, là où Macron a été peut-être un soft power, où finalement il a plus ou moins échoué à convaincre ou à avoir le consentement du peuple dans des processus de réforme qui en réalité sont des processus qui consistent à dépecer le pays et le vendre petit à petit à une idée de gouvernance supranationale européenne, eh bien peut-être que Zemmour, lui, il le fera, mais le fera d'une façon beaucoup plus brutale et beaucoup plus radicale, c'est-à-dire en soumettant déjà le peuple, en utilisant, en instrumentalisant des processus ou des phénomènes violents, brutaux, terrorisme, d'ultra-gauche, pour mettre en place, comme je vous l'avais déjà raconté, peut-être Zemmour sera l'outil qui permettra de mettre en place une sorte de comment on appelle ça déjà, de ce qu'ils ont fait avec le terrorisme, ce qu'ils ont fait avec les sanitaires, de vigilance, vigilance sécuritaire, vous voyez, le genre de processus qui est temporaire pour résoudre, tenter de résoudre une situation ponctuelle, une situation temporaire, mais du temporaire qui dure. Hein, donc là, je vous laisse imaginer un petit peu les choses. L'intervention des amis de Rothschild dans la campagne. Alors, en effet, hein, même si Bolloré a un contact direct avec les Goldschmidt, comme je vous l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, on pouvait s'attendre très évidemment, très sûr que les Rothschild allaient rentrer dans la partie. Nous avons déjà eu l'occasion de dire comment Éric Zemmour, à l'automne, avait pu décrocher un prêt bancaire. C'est grâce à l'assurance de prêt accordée par Pierre Domenbergs, patron de la SIACI Saint-Honoré, entreprise de courtage en assurance dont Rothschild et AXA sont les actionnaires historiques, même si Rothschild a quitté le navire il y a 5 ans. Au passage, c'est aussi Domenberg qui avait assuré le prêt d'Emmanuel Macron dans sa dernière ligne droite en 2017.
En soi, assurer un prêt n'est pas vraiment un acte politique, mais les similitudes entre campagne de Macron de 2017 et celle de Zemmour en 2022 sont quand même troublantes. Un peu, mon neveu. Parce que moi, j'ai jamais vu des gens dans la finance ou même des grands chefs d'entreprise soutenir un candidat s'ils n'espéraient pas quelque chose derrière. Ce sont, même aux États-Unis, les philanthropes ne sont que philanthropes de nom. En règle générale, ce sont des gens qui ne font qu'un investissement. Dans le détail, les adhésions payantes au prix de base de 30 €, des 75 000 nouveaux militants du mouvement politique d'Éric Zemmour ont rapporté 3 millions d'euros. Tandis que les donations pour la campagne, dont les montants peuvent varier de quelques dizaines d'euros à 4 600 €, le plafond fixé par la loi pour les particuliers, ont permis d'encaisser 6 millions d'euros depuis septembre. Selon Julien Madard, responsable de la levée de fonds de Capital, a contacté 20 000 sympathisants qui ont déjà financé la campagne d'Éric Zemmour, et parmi eux, un tiers de gros donateurs qui ont versé des chèques de 1 000 € et plus. Donc, si on récapitule, 3 millions d'euros viennent des adhésions populaires au parti Reconquête, apportées par 75 000 adhérents. On parle un mois plus tard de 90 000, actuellement je crois qu'ils sont à 98 000, il me semble avoir vu ce chiffre, soit une moyenne de 40 € de cotisation. Plus 6 millions au 1er janvier viennent de dons apportés par 20 000 sympathisants, mais les chiffres précis que donne Nadar sont le 1 tiers des donateurs qui ont versé 1 000 €. Cette dernière information pose un vrai problème de compréhension, car en admettant que tous ces gros donateurs n'aient donné chacun que 1 000 €, puisqu'ils représentent un tiers des 20 000 personnes, cela signifie qu'ils sont à grosse maille au moins 6 000 à avoir donné 1 000 €, soit 6 millions d'euros, or 14 000 personnes supplémentaires ont donné de l'argent. Les comptes sont un peu opaques, mais on retiendra que l'argentier de Zemmour revendique imprudemment plus de 5 000 gros donateurs. Dans l'hypothèse où ceux-ci satureraient le plafond de 4 600 € de dons, Zemmour pourrait se retrouver à la tête d'un trésor de guerre de 20 millions d'euros, sans compter le produit des cotisations du parti et les autres petits dons. Alors, selon la première estimation des partenariats ou des parrainages, pour l'instant Zemmour n'a pas ces 500 signatures. Donc, après, l'article parle d'une technique de levée très mondialisée, Zemmour et Roland Berger, etc. Donc voilà, on a finalement la confirmation de ce qu'on imaginait, de ce qu'on pensait, de ce dont je vous avais plus ou moins déjà parlé depuis très longtemps, que Zemmour est un personnage adoubé. Il est adoubé dans une fonction, il est adoubé dans une stratégie très précise. Le fait est, c'est de savoir, est-ce qu'il est destiné à être le prête-nom pour permettre à Emmanuel Macron d'être réélu, ainsi donc tous les Rothschild, etc., même si encore une fois, il n'est pas prouvé que les Rothschild sont derrière Zemmour, mais quand même, on a eu cette info quand même que le fils Soros a quand même rencontré Emmanuel Macron, donc si on arrive peut-être à le savoir, une fois que Emmanuel Macron sera candidat, on essaiera de regarder, on essaiera de gratter, on essaiera de regarder si finalement Soros n'est pas non plus dans la partie. Donc finalement, la question qui se pose est de savoir si finalement l'élection présidentielle française est d'ores et déjà prise en hold-up par des mondialistes qui, peut-être, je dis bien peut-être, ont décidé de faire en sorte de donner sa chance à Macron 50+, soit d'opter pour une option plus dure, plus hard, plus violente. Je suis désolé de vous dire ça, même si peut-être vous appréciez Zemmour pour ce qu'il présente, pour ce qu'il dit, sur des sujets évidemment où il met le doigt dessus,
là où la bien-pensance politiquement correcte chez d'autres candidats refuse de les admettre ou de les traiter de front. J'ai bien peur que malheureusement, les baisers dans l'histoire, c'est vous, c'est le peuple français. Baiser au niveau de l'élection parce qu'encore une fois de plus, on ne vous donnera pas de choix. On vous obligera à voter pour des gens que vous ne voulez pas. Ou voter pour des gens que vous voulez, mais peut-être que vous vous faites des illusions sur les réelles intentions ou sur ce qu'ils pourraient réellement réaliser. Comme je vous l'ai dit, pour moi, Zemmour, s'il est véritablement souverainiste, ne peut pas rester dans l'Union européenne. Alors, qu'il dise qu'il ne veut pas quitter l'Union européenne pour ne pas s'attirer les foudres des européistes, ou des fanatiques, ou de la religion européiste, peut se comprendre. Il y en a même sur les réseaux sociaux qui m'ont fait des bruits, mais on n'a jamais vu ça, un candidat qui dit blanc et puis qui finalement fait noir. Je leur ai rappelé quand même qu'on a eu un candidat élu qui s'appelait François Hollande, qui avait dit « Mon ennemi, c'est la finance », et qui 12 heures après est allé à la City de Londres pour dire « Non mais attendez les gars, c'est pas sérieux ce que j'ai dit, c'est juste pour les Français, voilà, pour que je sois élu. Évidemment que vous n'êtes pas mon ennemi. » Bon, là, évidemment, les gens, je leur réponds ça. Oui, mais bon, Zemmour, de toute façon. Non, mais Zemmour est un acteur. Comme Macron est un acteur. Ce sont des marionnettes. C'est ceux qui sont derrière. C'est la finance. C'est les puissants. C'est les médias. Macron a été fabriqué par les médias. Et force est de constater que quand on voit toute l'animosité, toute la haine, tout le désaccord qui tombe sur le dos de Zemmour, comment se fait-il alors qu'il est partout? Il passe dans toutes les émissions, il passe dans tous les journaux télévisés, il est partout. Il est omniprésent médiatiquement. Donc s'il n'est pas adoubé, expliquez-moi comment il fait pour passer partout. Donc c'est que Zemmour a bien un rôle. Alors en effet, comme je vous l'ai dit, peut-être le rôle de remplacer Marine Le Pen au second tour pour permettre la réélection de Macron, ou peut-être en effet d'être le Macron 2.0, mais au lieu d'être dans une politique soft power, il sera dans une politique beaucoup plus radicale et beaucoup plus brutale, pour finalement accéder au consentement, encore une fois, par le non-choix, et peut-être lancer une politique différente, etc. Alors vous allez me dire, il y a Marine Le Pen. Marine Le Pen, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sur certains sujets, elle a retourné sa veste. Comment voulez-vous avoir confiance en quelqu'un qui retourne sa veste? Elle a été souverainiste, elle a été contre l'Union européenne. Et puis du jour au lendemain, ah ben non, mais non, tout compte fait, on ne va pas sortir. On ne sortira pas de l'euro. Le pass vaccinal, le pass sanitaire. Il a fallu que Zemmour balance que s'il est élu, il supprimait le pass vaccinal, le pass sanitaire. Qu'est-ce qu'a fait Marine Le Pen? Elle a suivi. Et là, on apprend que Véran a suggéré l'idée que peut-être le pass vaccinal serait supprimé, peut-être au 1er juillet. C'est un grand bordel. C'est un grand n'importe quoi. Et très sincèrement, je vais vous dire, je vais être tout à fait honnête avec vous, moi aujourd'hui je suis bien content d'être aux États-Unis, parce que je pense qu'en France, mais ça va être une catastrophe, comme jamais. Et là, à la limite, j'ai envie de dire, peut-être que cette fameuse expression qui dit que le français est le seul à savoir, c'est comme le coq français c'est le seul animal qui est capable de chanter les pieds dans la merde. Mais jusqu'où les Français vont accepter ça? Alors vous allez me dire, oui, il y a les gilets jaunes, mais les gilets jaunes, ça fait quand même presque 3 ans qu'ils traînent dans la rue, pour un résultat peanuts. Les manipulations, les sensibleries, là-dessus,
Ah, là-dessus, ils sont très très forts. Quand on lit parfois les commentaires de certaines personnes sur les réseaux sociaux, on se dit, mais avec ces gens-là, comment voulez-vous réussir à sortir la France dans la merde dans laquelle elle est? C'est pas possible. On a des gens qui sont mais complètement à côté de la plaque. On a des gens qui sont d'une naïveté absolue. On a des gens qui sont hors sol. Et quand je dis ça, c'est à tous les niveaux. Hein. Alors heureusement, oui, il y a quand même des gens qui relèvent un peu le niveau. Certainement des gens comme vous, d'ailleurs, qui regardez ces vidéos. Mais je suis pas vraiment confiant et optimiste sur l'avenir de la France. Petit retour en Ukraine. Poutine et Biden se sont mis d'accord. On continue évidemment le scénario, hein. On continue à jouer la peur. Oui, les Américains envoient 3000 ou 5000 soldats dans les pays de l'Est. Et alors? Biden l'a bien dit, hein. Il dit, pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de soldat américain qui sera envoyé en Ukraine. Que les choses soient claires. Mais on a Macron. On a Macron qui va aller rencontrer le président ukrainien et Poutine. Pourquoi faire? On ne sait pas. Encore à la rigueur, le président Macron sera envoyé avec, je dirais, le costume de la France du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais même pas. Macron se déplace au nom de quoi? Au nom de la France. Mais quelle est l'influence, quel est le poids de la France aujourd'hui dans cette guerre qui oppose aujourd'hui l'Amérique hégémonique et impérialiste contre la Russie et la Chine qui ne veulent pas du monde unipolaire? La France, elle est déjà englobée dans l'Union européenne. Donc, non, mais c'est le roi. C'est le roi Soleil. Je vais aller me faire mousser, aller rencontrer des gens qui, de toute façon, si ça se trouve, ils en ont strictement rien à foutre de ma gueule parce que la France, ça les intéresse pas. Eux, ce qui les intéresse, les Ukrainiens, c'est les Américains. C'est l'OTAN. Alors vous allez me dire, bah oui, mais peut-être que Macron peut justement jouer sur son rôle, essayer peut-être de militer pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Mais oui, mais s'il fait ça, le coco... Enfin, c'est une déclaration de guerre à la Russie, très clairement. Est-ce qu'aujourd'hui la France, elle est en position de déclarer une guerre à la Russie? Non. Comme je vous l'ai dit, de toute façon, si guerre il y a contre la Russie, il n'y aura ni perdant ni gagnant. Ou alors, ce serait un moyen de finalement camoufler, ce serait un moyen de se substituer, ce serait un moyen de foutre sous le tapis un effondrement économique, pire que 2008, puisque ce serait un effondrement même systémique. Donc, oui, à suivre si vous voulez, mais là, je vous dis, c'est du show. Voilà, c'est du show à l'américaine. Parce que moi, je suis convaincu que les États-Unis et la Russie, même les services de renseignement américains l'ont admis, ils ont admis de toute façon, il n'y a aucune preuve qui démontre que la Russie veut attaquer l'Ukraine, mais restons sur nos gardes. Sauf que le problème, c'est qu'à la télévision et devant les médias à la Maison-Blanche, ils jouent la politique de la peur. C'est une politique de la peur, c'est une politique psychologique, c'est une guerre psychologique, non pas contre la Russie,
contre le peuple américain. Ils sont en train de jouer la carte comme ils ont toujours joué, c'est-à-dire d'essayer de faire croire aux Américains que les Russes vont attaquer l'Ukraine et que par conséquent, nous, le pays de la liberté, nous devons trouver une légitimité de combattre la Russie. Sauf que le problème, c'est que le discours, il ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des Américains qui savent que l'Irak, c'est pas la Russie. Que l'Afghanistan, c'est pas la Russie. Que la Russie, elle a un bouton. Et qu'au bout du bouton, il y a des missiles nucléaires. Donc. Et puis, dans l'administration Biden, il y a encore des gens qui savent que l'échec est cuisant pour l'Afghanistan et l'Irak, et qu'aujourd'hui, relancer les États-Unis pour faire plaisir aux empires militaro-industriels, relancer une guerre pour mettre les États-Unis dans une guerre, c'est clair, si Biden fait ça, en 2024, Trump reprend le pouvoir. Voilà, c'est signé, noir sur blanc. Donc Biden n'a pas d'intérêt à ce qu'il y ait un conflit en Ukraine. Mais on a Macron qui va là-bas pour se faire boucher et qui n'a toujours pas dit qu'il était candidat. Pour la suite, qu'est-ce qui se passe à Ottawa? À Ottawa, ils sont toujours là. Les camionneurs, les manifestants, etc. Trudeau est toujours planqué quelque part. Et les autorités sont dans une impasse. Ils sont dans une impasse parce qu'ils croyaient que la manifestation allait se dérouler ce week-end et puis que tout le monde allait repartir chez soi. Sauf que ils sont encore là. Ils sont toujours là. Et la popularité de ce mouvement prend de l'ampleur. Et ça, le gouvernement de M. Trudeau n'aime pas. Il y a une rumeur actuellement qui tourne, comme quoi ils avaient essayé d'appeler des dépanneurs dans la région pour essayer de dégager les camions, sauf que toutes les sociétés de dépannage ont dit « bah non, désolé, on ne peut pas vous aider parce que tous nos employés ont le Covid ». Ah, c'est con. Quelle autre solution ils ont? Parce que la police, c'est pareil, la police, elle est là pour essayer de gérer un petit peu la situation, mais on sent bien qu'au sein même de la police d'Ottawa, ça a l'air plutôt de soutenir un petit peu le mouvement plutôt que de le réprimer. Donc il ne reste plus que l'armée. Alors là, je ne vous dis pas, si jamais le gouvernement canadien appelle l'armée pour dégager les manifestants d'Ottawa, je pense que Trudeau, il n'est pas prêt de revenir au Canada. Hein. Affaire à suivre. Affaire à suivre parce que, déjà aux États-Unis, il y a une inquiétude. Une inquiétude, pourquoi? Tout simplement parce qu'il faut savoir que il va y avoir des pénuries. Si cette situation, ou si les blocages de certaines routes frontalières entre le Canada et les États-Unis, je rappelle que le Canada actuellement, nous sommes en hiver, et que le Canada a besoin d'importer ses fruits et légumes pour alimenter les supermarchés. Les fruits et légumes qui viennent d'où? Qui viennent essentiellement des États-Unis, mais surtout du Mexique. Or, si les frontières sont bloquées, et si les camions ne peuvent, tout du moins tous les camions ne peuvent pas arriver au Canada pour alimenter, ou tout du moins les grandes villes pour la plupart, il va y avoir pénurie. Et le problème, c'est que le mouvement fait boule de neige. Il commence à faire boule de neige aux États-Unis. Les États-Unis, je vous rappelle, grosse pénurie actuellement de chauffeurs routiers. Toutes les compagnies sont dans la merde, elles n'arrivent plus à alimenter, elles n'arrivent plus à faire tourner la machine de la surconsommation américaine, parce qu'ils n'ont plus assez de routiers. Boule de neige, on a une annonce faite pour l'organisation d'un convoi vers Bruxelles. On verra ce que ça donne, mais je ne suis pas certain que ça réussisse à avoir un impact suffisant. Parce que de toute façon, c'est une telle mobilisation à l'échelle européenne, c'est un petit peu compliqué logistiquement
Donc même s'il y a une manifestation, je pense qu'elle risque en effet de faire parler d'elle, mais ça sera une goutte d'eau dans la mer. Donc, il y a des espoirs. Il y a des espoirs, mais très sincèrement, je pense que le système, tout du moins les mondialistes, n'ont pas d'intérêt à perdre le Canada. Donc, je pense qu'on va rentrer dans une période de politique de l'usure, de telle manière à ce que finalement les manifestants finissent par repartir chez eux d'eux-mêmes, et la situation finalement n'aura abouti nulle part. D'autant plus que de toute façon, il va y avoir un moment donné où le Canada et le Québec vont devoir être obligés de réduire ou d'assouplir les règles sanitaires, parce que quasiment tout le monde maintenant commence à les assouplir. C'est-à-dire que finalement aujourd'hui, peut-être que nous arrivons à un stade de fin de pandémie, de façon globale. Une fin de pandémie, pourquoi ? Parce que, et là je vais finir cette vidéo là-dessus, on commence à voir des gens qui se protègent le cul, parce que des informations commencent à remonter à la surface. Nous avons aux États-Unis la FDA qui est bien emmerdée, puisqu'on a appris que la Cour de justice a finalement retenu la plainte, ou tout du moins la demande ou la requête qui a été faite par un groupe associatif, d'avoir accès aux documents qui ont permis de décider, la FDA, de donner une homologation au vaccin Pfizer. Sauf que Pfizer, évidemment, ou tout du moins la FDA a essayé de faire des recours, etc. Sauf que les recours n'ont servi à rien. Au lieu de devoir fournir 500 pages, c'est maintenant 50 000 pages qu'ils vont devoir fournir par mois. Et comme par hasard, Pfizer, évidemment, est arrivé dans le lot. Donc là, pour l'instant, on ne sait pas. Est-ce que la justice américaine, finalement, va céder à la pression et va conserver le secret des documents jusqu'en 2076 ? Et on a Véran qui est passé devant la commission parlementaire, qui a été un petit peu bousculée par rapport à la justification des paiements, des prestations de McKinsey. Alors, si vous n'avez pas vu cette audition, je vous mettrai le lien en dessous. Et c'est formidable parce que finalement, on voit bien un Véran qui est très sûr de lui, mais qui en réalité essaye de noyer le poisson. C'est-à-dire qu'il essaye de convaincre les sénateurs que McKinsey fait partie en fait d'un ensemble de structures organisées pour obtenir des données, etc. Et finalement que les données qui servent à Véran, en réalité on ne sait pas quelle est la part de McKinsey des données compilées avec les données de la Direction Générale de la Santé, avec le ministère de la Santé, etc. Et donc évidemment quand les commissionnaires demandent pourquoi et sur quoi est-ce qu'on paye McKinsey des sommes aussi importantes, Véran est incapable de répondre. Parce que quand on lui demande mais c'est quoi la proportion de ce qui est pris de ce que donne McKinsey en mission dans vos... Ça, non, on ne sait pas, parce que c'est contrôlé, revérifié, recontrôlé, machin, revalidé par d'autres services, etc., avant que ça arrive sur son bureau. Donc c'est-à-dire que là où on prône la transparence, en réalité, on se rend compte qu'il y a une opacité absolue. C'est-à-dire que personne n'est capable de donner des informations pour justifier le paiement de McKinsey et de ses services. Pire, Véran admet que toutes les données qu'il reçoit, qui sont validées en dessous de lui, il ne sait pas si ces données sont des données de compilation des services publics, avec les conseils de McKinsey, ou est-ce que ce sont les conseils de McKinsey qui sont copiés-collés dans les rapports publics. Donc, responsable, mais pas coupable. Or, je vous le dis, la pandémie
s'ils n'ont pas un nouveau variant qui va permettre de voir des courbes de décès repartir en flèche et rejustifier leur politique sanitaire, etc. Ça veut dire que là, la pandémie, c'est fini. C'est-à-dire que là, le Covid, on va vivre avec, advienne que pourra, pour les plus faibles, de se protéger, advienne que pourra, pour ceux qui accepteront de faire la 3e, la 4e, la 5e ou la 6e dose. Le fait est, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de remontées en ce moment, que déjà sur les 3e doses, l'inefficacité sur le micron est avérée. Hein, on peut dire ce qu'on veut, etc. Là, les chiffres, de toute façon, parlent d'eux-mêmes. Hein. Je veux dire, quand vous voyez les courbes des 3e doses qui ont commencé au mois de décembre et les contaminations, les deux courbes se suivent. Donc, il n'y a pas photo. Ça, là-dessus, personne ne peut contester. Sauf qu'évidemment, sachez bien que la pandémie a permis de sauver la situation pendant 2 ans. Je parle de la situation économique. Je parle de l'avancée des mondialistes et des globalistes sur les souverainetés, sur les libertés. Donc tout ça va commencer à remonter un petit peu à la surface. Donc là, on est dans une situation évidemment explosive. Tellement explosive que même aux États-Unis, il y a de plus en plus d'Américains qui commencent à se poser des questions et qui évidemment se posent les mauvaises questions. Enfin, mauvaises dans le sens où c'est les bonnes questions, mais c'est les questions qu'on ne veut pas qu'ils se posent. Et que finalement, il y a une personne qui m'a posé une question, qui m'a posé la question de savoir, est-ce que tu penses que Trump pourrait éventuellement être réélu en 2024 ? Et là, je lui ai dit, non. En revanche, que Kamala Harris, qui était destinée à être la successeur. Je ne sais pas s'il y a un féminin, un successeur, avec un E peut-être, de Biden, même ce plan-là aujourd'hui est remis en question au sein même du Parti démocrate. Parce que le Parti démocrate aujourd'hui, il est tout aussi malade que le Parti républicain. Les BLM n'en parlent plus. D'ailleurs, vaut mieux pas en parler parce que là, on vient de s'apercevoir, encore une fois de plus, qu'une des fondatrices de BLM vient de s'acheter un manoir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est formidable. Donc plus ça va, plus on avance, dans un monde qui est caricatural, où on entend tout et son contraire, où des gens sont en train de vendre de la peur, de la haine, pour au final espérer peut-être qu'on finisse par tous se taper sur la gueule les uns les autres, pour justifier derrière que arrive en disant « Oh, attendez, là, c'est une grande catastrophe. » Donc il faut qu'on impose, il faut qu'on régule, il faut qu'on rétablisse la paix. Mais pour rétablir la paix, il faut que vous nous donniez la possibilité de suspendre une certaine part de vos libertés. Comprenez bien, on ne pourra pas rétablir la paix si vous ne nous donnez pas les outils pour aller chercher le terroriste, pour aller chercher l'indigent, pour aller chercher le dissident, pour aller chercher le mal-pensant. Bienvenue dans le monde de Big Brother. Et finalement, je pense que la dernière vidéo que je vous ai faite sur la dystopie au cinéma, n'est pas inintéressante parce qu'elle peut éventuellement faire tourner les imaginations, mais aussi peut-être réveiller certaines consciences, certaines questions. Voilà pour cette vidéo. D'ici qu'on se retrouve très prochainement, que puis-je vous dire de bien vous porter et surtout, soyez attentifs car tout est dans les détails.